sur des questions qui sont en fin de compte des questions constitutionnelles, des questions qui touchent à la nature du gouvernement et de l'État, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que d'arriver à des compromis. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement peu de bonne volonté chez tout le monde, en fait, que c'est extrêmement difficile d'arriver à des compromis. C'est une tragédie, c'est mauvais pour l'État d'Israël. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Amir Weitman. Amir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous voulions avec vous, en rappelant que vous êtes le président du groupe des libéraux au sein du Likoud, essayer de mieux comprendre, d'avoir votre appréciation sur l'affaire Tomer Yerushalmi en particulier, cette affaire de l'ex-procureur général militaire qui, d'une certaine manière, ne cesse de rebondir avec hier une journée consacrée à la Cour suprême qui a essayé d'étudier qui serait celui qui superviserait la fameuse enquête autour de Tomer Yerushalmi. On peut dire que la Cour suprême a renvoyé les deux parties dos à dos pour essayer de trouver un compromis. Quelle est votre position? Est-ce que vous soutenez la position du ministre de la Justice, Yariv Levin, qui a mandaté le juge Asher Kula pour superviser cette affaire, ou vous pensez qu'on peut trouver un compromis concernant la personnalité qui dirigerait cette affaire? Alors, trouver des compromis, c'est toujours très bien, mais il faut comprendre quel est le problème. Euh, le problème fondamental, c'est que tout ce système euh, de, qui est en fait le parquet, que ce soit le parquet israélien civil ou Civil. le parquet au sein de l'armée, ils sont en fait un groupe, on en avait parlé ici déjà à l'époque, qui sont de facto des criminels. Donc il faut quand même dire les choses franchement. C'est pas Euh, un terme non, un peu non, 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 sévère? non, c'est pas du tout une exagération. On a maintenant, d'ailleurs, il y a même plus maintenant de questions. La directrice, La Tomer procureure générale. Yerushalmi a détruit des preuves de manière intentionnelle. Elle va aller en prison. C'est plus maintenant une question. La question, c'est Non, quelle est la on ne sait pas si gravité elle a, précise. on sait pas si elle a détruit des preuves. Ce qui est clair, c'est qu'elle a menti à la Cour suprême, elle a menti à. Elle a menti à la Cour suprême. Il faut être extrêmement naïf pour croire qu'elle n'a pas voulu détruire des preuves. Détruire des preuves. C'est Donc, elle qui a fait fuiter cette fameuse, on le sait, c'est elle qui a fait fuiter cette fameuse vidéo qui montre, on ne sait pas trop ce qu'elle montre d'ailleurs cette vidéo parce que plus on mais la d'ailleurs, regarde. elle montre d'ailleurs rien du tout, mais l'essentiel, c'était de porter atteinte, en fait, à Tsahal et à l'État d'Israël. C'est de la trahison, il faut quand même, on est en temps de guerre, il faut comprendre de quoi on parle. On a la chef, euh, euh, du parquet au sein de l'armée, qui fait fuiter une vidéo qui d'ailleurs veut rien dire du tout, en fait, on voit en fait rien, mais qui l'a fait fuiter dans un contexte dont l'objet clair est de porter atteinte à des soldats. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, et donc à l'État d'Israël. Et c'est elle qui est en charge, en fait, de la sécurité juridique des soldats, il faut quand même comprendre. C'est Mhm. gravissime. Elle détruit, certes, on n'a pas encore de preuves, mais enfin, vu les circonstances, c'est quand même extrêmement difficile de penser qu'il n'y a pas eu de manière intentionnelle la volonté de détruire des preuves. Elle a menti à la Cour suprême. Enfin, je veux dire, c'est très très grave. C'est Alors, pas simplement qu'elle a fait passer outre un règlement interne. c'est très grave, effectivement, tout le monde l'admet. Et puis attendez, je voudrais La encore rajouter question, une phrase. la question, elle se rapporte, on a le sentiment, en tout cas au cours des derniers jours, que c'est pas tellement l'affaire Tomer Yerushalmi, mais c'est plutôt l'affaire Barav Miara. Oui, ben, c'est bien, c'est exactement ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas ce qui- l'impression qui se dégage de toute cette histoire, c'est que qu'elle n'est pas seule. Tomer Yerushalmi. À la fois ses collègues au sein de l'armée, donc du parquet de l'armée, sont probablement impliqués. Et puis, c'est extrêmement difficile de croire que tout ça n'était pas lié à Bara Miara. Donc, donc, si vous voulez, ce sont les instances judiciaires du parquet israélien les plus élevées à la fois, au niveau civil et au niveau militaire, qui sont impliqués dans cette histoire. Et ça sera, ça s'ajoute, pardon, à maintenant plusieurs années où on a vu de manière claire que Barav Miara a fait tout ce qu'elle a pu simplement pour saboter le travail du gouvernement israélien. Et je vous rappelle quand même que la définition de l'emploi, du rôle
du conseiller juridique au gouvernement, puisque c'est de ça dont il s'agit, qui est aujourd'hui Barav Miara, et d'aider le gouvernement à mettre en place sa politique. On Et a vu, on a vu hier à la Cour suprême, on a vu des juges qui étaient attentifs. D'ailleurs, la composition des juges de la Cour suprême, elle était assez intéressante puisqu'il semblait qu'il y avait une sorte de majorité de juges conservateurs, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout depuis l'arrivée d'Yitzhak Amit, le président de la Cour, à la tête de la Cour suprême. Et on a vu d'une certaine manière que les juges d'abord essayer d'aller vers un compromis plutôt que d'essayer d'imposer, et qu'ils ont d'une certaine manière reconnu que Gali Baramiara ne pouvait pas être celle qui nommait celui qui non, serait responsable de c'est une l'enquête. évidence, mais c'est une évidence. Il y a Elle est conflit de manière d'intérêts. intrinsèque, elle est de manière intrinsèque en conflit d'intérêts. Et puis, de nouveau, c'est pas la peine d'être naïf. On comprend tous très très bien. Alors, on peut pas savoir exactement, donc je veux rester prudent. Mais malgré tout, on comprend tous très très bien que cette histoire risque de finir pour Barav Miara avec une accusation envers elle, et Oui. que c'est pas totalement exclu qu'elle finisse en prison, cette dame, Mhm. elle-même. Pourquoi Parce que c'est quels seraient les soupçons qui pèsent sur elle? ben, la complicité. Complicité avec Tomer Yerushalmi. Vous Je veux dire, dites, c'est très difficile de penser que Tomer Yerushalmi a fait tout ça de sa propre initiative, sans que Barav Mera le sache, ni de près ni de loin. Peut-être, ça va c'est être difficile, peut-être que j'exagère, difficile mais à si vous prouver. voulez, je dirais qu'il y a 30% ou 50% de chances que ce que je viens de dire est vrai. Mhm. Donc, Que les deux femmes soient de mèche dans cette initiative, bien au moins. sûr, bien sûr. Donc, si vous voulez, d'une manière ou d'une autre, hein, je ne sais pas exactement, évidemment comment, mais on voit le comportement de Barav Miara. On voit très très bien qu'elle fait ce qu'elle peut pour protéger Tomer Yerushalmi. Pourquoi elle ferait quelque chose comme ça? Parce c'est des relations consanguines, on va dire. Mhm. Donc, Ah, si vous voulez, on peut pas ne pas accepter ne pas accepter la position du ministre Yariv Levin, parce que sinon, ce que ça veut dire, c'est que cette enquête finira par n'aboutir à rien du tout. mais c'est vrai que la position de Yariv Levin, le fait qu'il ait voulu nommer un juge, c'est une sorte d'implication, on va dire, de l'échelon politique sur un aspect plus juridique de l'affaire. Oui, non, il faut comprendre qu'aujourd'hui, séparer le politique du judiciaire est devenu extrêmement compliqué. On le voit. Ce sont pas, c'est le fait de voir l'échelon judiciaire comme étant indépendant de toute considération politique, c'est au mieux une très très grande naïveté, au pire c'est se foutre de la gueule du monde, n'est-ce pas? Mhm. C'est pas possible. On voit tous très 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 bien que l'échelon politique a ses deux mains pardon, l'échelon judiciaire et le parquet ont les deux mains en politique. Et ils actent comme des acteurs politiques. Alors, je voudrais C'est vous poser la extrêmement grave question. d'ailleurs. C'est extrêmement grave, mais malheureusement, ce n'est pas nouveau et c'est de pire en pire. Alors, revenons sur d'abord le sentiment, cette volonté de la Cour suprême de trouver un compromis, c'est déjà peut-être bénéfique, vous l'avez admis, mais d'une certaine manière, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas peut-être l'occasion pour un homme comme Yariv Levin, qui depuis 3 ans tente de promouvoir sa réforme judiciaire de manière, on va dire, sans parvenir à le faire, en suscitant, on va dire, des énormes vagues de manifestations, de protestations de la part de la gauche, est-ce que c'est pas peut-être l'occasion de dire, voilà, sur ce dossier au moins, la gauche et la droite, l'opposition et la coalition sont d'accord sur le fait que la procureure militaire générale a failli à sa mission, elle a menti. Est-ce que c'est peut-être pas l'occasion pour dire, pour y arriver, de dire à l'opposition, venez, on s'assoit ensemble et on essaye de voir quelles sont les clauses de la réforme judiciaire que l'on peut mettre en application, quelles sont celles que l'on ne peut pas mettre en application, faire les choses sous forme d'un compromis, parce que visiblement, autrement, ça n'a pas marché, hein, il faut bien l'avouer. Alors, tout à fait. J'aimerais bien. Si on arrivait à le faire, ce serait très bien, mais il faut pas oublier qu'on est en mi-novembre 2025, que dans 6 semaines, on rentre en 2026 et que 2026 est une année électorale. Mhm. Et penser que l'opposition, à ce stade de, du cycle politique, va venir faire un compromis sur les questions judiciaires
alors qu'ils ont traité de fascistes et de dictateurs tous ceux qui voulaient simplement remettre un petit peu d'ordre dans le système judiciaire. Je pense que ça relève un petit peu quand même, euh, comment est-ce qu'on dit en français? On dit en hébreu, Mish'alat Lev. Oui, d'une inspiration. Voilà, ça, je pense malheureusement que ça n'est pas réaliste. Il faudrait le faire. Ce serait comme ça qu'on devrait le faire. Mais je pense à ce stade, on a perdu l'opportunité de le Ça faire. ne serait pas peut-être à Yariv Levin de tendre la main? Oui, mais il tend la main, mais si elle va rester en l'air. Il peut essayer, il Ah ben, devrait essayer, on mais peut essayer. oui, oui, mais il va rester en l'air. La main va rester en l'air. Parce que finalement, au bout du compte, on est, comme vous le disiez, on rentre en année électorale. Et finalement, au bout du compte, cette réforme judiciaire, elle ne s'est pas concrétisée. Et certains disent que Ayelet Shaked, qui était ministre de la Justice pendant également 4 années, eh bien, a fait beaucoup plus pour la réforme, pour une forme de réforme de la Cour suprême que Yariv Levin. Je pense que c'est un échec gravissime. C'est pas la peine de se voiler la face. Mhm. Oui, c'est un échec gravissime. C'est la preuve Euh, que c'est la et on preuve en que avait parlé et c'est la preuve que même Daniel, au pouvoir, le pouvoir doit savoir trouver les, on va bien dire, sûr. les moyens d'accepter des compromis avec l'opposition sur des sujets qui sont aussi importants que le monde de la justice. Bien sûr, évidemment. Je vous rappelle et je rappelle Il y a beaucoup de gens qui partagent votre avis au Likoud. oui, je pense qu'aujourd'hui, oui. Alors, je me souviens, alors je vous rappelle qu'en 2023, j'avais eu plusieurs fois l'opportunité de discuter avec vous. On avait fait plusieurs interviews autour de cette question. Moi, j'avais eu une position qui avait été beaucoup plus conciliante par rapport à, je dirais, à la moyenne de ce qu'on avait vu à la fois à droite et à gauche. Moi, j'avais appelé en permanence à trouver des compromis. Mhm. On m'avait pas écouté, malheureusement, et le résultat, évidemment, c'est qu'on n'a rien fait passer. Et donc, oui, sur des questions qui sont en fin de compte des questions constitutionnelles, des questions qui touchent à la nature du gouvernement et de l'État, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que d'arriver à des compromis. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement peu de bonne volonté chez tout le monde, en fait, que c'est extrêmement difficile d'arriver à des compromis. C'est une tragédie, c'est mauvais pour l'État d'Israël. Et donc, ce qu'il faut faire, et ce que j'espère qu'on pourra faire dans le prochain gouvernement, c'est créer un gouvernement qui sera plus large, qui sera en fait de facto un gouvernement de coalition entre, je dirais, la droite et peut-être le centre, peut-être pas jusqu'à l'extrême gauche, mais disons le centre, voire le centre-gauche, afin de pouvoir justement créer ce compromis qui nous permettra de faire cette réforme dans des conditions normales, sans avoir la moitié du pays qui est persuadé que l'autre moitié veut porter atteinte à son mode de vie, ce qui est évidemment pas tolérable. De ce Alors, point de vue, Alors, je je, vais rebondir sur votre proposition parce que vous parliez d'une coalition entre la droite et le centre, peut-être, oui, peut-être même le centre-gauche, mais c'est-à-dire, je voudrais avoir votre avis sur Naftali Bennett qui, au fil des semaines, eh bien, semble prendre de plus en plus de positions. Au début, il était très silencieux sur les grands sujets. Aujourd'hui, il s'exprime de plus en plus et on a le sentiment, dites-moi si je me trompe, que et il baisse dans les sondages. Plus il ouvre la bouche et plus il baisse, hein. oui, effectivement, c'est vrai aussi. Mais est-ce que vous pensez que Naftali Bennett peut être un partenaire dans cette coalition, dans une telle coalition qui serait dirigée, on va dire, toujours par Netanyahou? Bien sûr qu'il pourrait être un partenaire. Alors maintenant, alors justement, il a pris une position qui Très, est, à mon très avis, proche de la gauche. gravissime. Non, il a pris une position gravissime, à savoir où il a dit, ah, on peut pas faire un gouvernement avec Netanyahou. Il nous a complètement ramené en 2023. Ouais. Au lieu de dire ce qui serait le bon sens, ou en 2022, enfin, en fait, il continue dans cette situation qui nous a amené dans ce, comment on appelle ça en français, le kherem. Oui, dans le boycott. Dans le boycott, voilà. Il reprend le boycott comme si ce qui s'est passé depuis 2 ans ne s'était pas passé. C'est complètement délirant. Au lieu de dire la simple réalité démocratique, bon, de toute façon, la démocratie ne l'intéresse pas. On se souvient qu'il est devenu Premier ministre avec 6 mandats. Donc, tout ce qui l'intéresse, c'est vrai. La démocratie ne l'intéresse clairement pas du tout. En revanche, ce qui l'intéresse, c'est juste le pouvoir. Voilà, c'est tout. C'est dommage parce que sur le fond, sur ses opinions, bon, il n'y a pas de grande différence entre lui et moi ou lui et le Likoud, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir s'entendre. Mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui est tellement ambitieux qui met de côté le bon sens au profit de son ambition personnelle. C'est regrettable. Je pense qu'il n'est pas
il devrait pas être Premier ministre, il devrait d'ailleurs pas revenir en politique. Et c'est parfaitement dommage que cette partie du public qui vote à droite, qui aimerait un gouvernement de droite, mais avec une politique de droite, mais qui veut pas le Likoud pour tout un tas de raisons, aille avec lui et pas avec peut-être un autre parti de droite qui reste à créer. Bon, c'est comme ça, mais il n'y a pas de raison de ne pas faire un gouvernement avec lui. Le problème, c'est que il devrait dire la simple vérité, à savoir que euh, il doit faire un gouvernement avec des partis qui ont obtenu un soutien public conséquent. Or, le plus grand parti d'Israël aujourd'hui est le Likoud, et d'après les sondages, ce sera le cas aussi après les prochaines élections. Alors peut-être il y aura un peu moins de mandats, mais pour l'instant, dans tous les sondages, le Likoud est en tête. Donc pourquoi ne pas faire un gouvernement de coalition avec Bennett et le Likoud, et peut-être encore un autre parti, ou deux, peut-être le parti du sionisme religieux, le parti peut-être même de, de Gantz, ou enfin encore un ou deux, et on aurait une coalition qui serait largement majoritaire, sans les partis ultra-orthodoxes, qui permettraient de régler la question là-bas, et avec aussi une majorité qui permettrait de régler les questions judiciaires et constitutionnelles. Voilà, et on aurait plus de légitimité pour le faire en termes du public. C'est comme ça qu'on devrait faire. Et j'espère, bon, d'un autre côté, la seule chose qui me donne un peu d'espoir dans tout ça, c'est tout de même que Bennett m'entend en permanence. De toute façon, on peut pas prendre au sérieux ce qu'il dit. Donc peut-être qu'en fin de compte, après les élections, il changera à 180 degrés ce qu'il a dit. Espérons, mais je ne sais pas. Ce n'est pas, c'est simplement regrettable. C'est pas regrettable, c'est tragique et c'est dangereux pour l'État d'Israël et pour le peuple juif que nous soyons retournés en arrière, que nous soyons revenus à une Mhm. situation qu'on avait quand même pensé après le 7 octobre Mhm. avoir laissé derrière nous, à savoir cette division délirante sur rien, quoi. Enfin, Eh bien, Amir Weidman, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. On aurait aimé avoir votre appréciation aussi sur ce qui se passe dans la bande de Gaza, mais je pense que ça sera pour une autre occasion. Les choses ont le temps de se décanter dans la bande de Gaza. On aura l'occasion de se reparler d'ici là. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne journée, à bientôt, Amir. bonne journée, à bientôt.